Bonjour, aujourd'hui je vous fais la lecture d'un texte d'Hannah Arendt, philosophe du XXe siècle, élève d'Heidegger. Il s'agit de son œuvre La crise de la culture, et en particulier le tout dernier article intitulé La conquête de l'espace et la dimension de l'homme. Cet article commence par cette question, extrait des feuillets d'hypnose de René Char. Écoutez bien la question. La conquête de l'espace par l'homme a-t-elle augmenté ou diminué sa dimension? La conquête de l'espace par l'homme a-t-elle augmenté ou diminué sa dimension? Je vous laisse y réfléchir. La science moderne, peu importe ses origines et ses buts initiaux, a changé et reconstruit si radicalement le monde dans lequel nous vivons qu'on pourrait objecter que le profane et l'humaniste, en continuant de faire confiance à leur sens commun et de communiquer dans le langage de tous les jours, ne sont plus au contact de la réalité, qu'ils comprennent seulement ce qui apparaît, mais non ce qui est derrière les apparences, comme s'ils essayaient de comprendre un arbre sans tenir compte de ses racines. On pourrait objecter aussi que leurs questions et leurs inquiétudes, étant dues à l'ignorance, ne sont pas pertinentes. Comment peut-on douter qu'une science qui a rendu l'homme capable de conquérir l'espace et d'aller sur la Lune n'ait pas accru sa dimension? Cette façon de contourner la question serait même assez tentante s'il était vrai que nous en soyons venus à vivre dans un monde que seuls les savants, entre guillemets, comprennent. Ils seraient alors dans la position du petit nombre qu'un savoir supérieur habiliterait à régir le grand nombre, autrement dit, tous les non-savants, les profanes au point de vue des savants, qu'ils soient humanistes, lettrés ou philosophes. Bref, tous ceux qui posent des questions pré-scientifiques en raison de leur ignorance. Cette séparation entre le savant et le profane est cependant bien loin de la vérité. Cela ne tient pas uniquement au fait que l'homme de science passe plus de la moitié de sa vie dans le même monde de perception sensorielle, de sens commun et de langage courant que les autres hommes, mais au fait qu'il en est arrivé dans son champ privilégié d'activité à un point où les questions naïves et les inquiétudes du philosophe se font ressentir avec beaucoup de force, encore que d'une manière différente. L'homme de science n'a pas seulement laissé en arrière le profane et son entendement limité, il a abandonné une part de lui-même et de son propre pouvoir d'entendement qui demeure l'entendement humain quand il va travailler dans son laboratoire et se met à communiquer en langage mathématique. Ce que nous dit ici Hannah Arendt, c'est que l'homme de science, quand il abandonne, on va dire, les perceptions communes à tous, les perceptions communes, elle dit, à l'humaniste et au profane, c'est-à-dire à l'homme du commun, pour aller dans son laboratoire et user du langage mathématique, il se coupe d'une certaine réalité humaine. Je reprends la lecture. Max Planck voyait juste, et le miracle de la science moderne est bien que cette science a pu être purgée de tout élément anthropomorphique, parce que ce sont des hommes qui ont fait la purge. Les embarras théoriques qu'a affronté la nouvelle science non anthropocentrique et non géocentrique, parce que ces données ne trouvaient à se ranger
dans aucune des catégories mentales naturelles du cerveau humain sont suffisamment connues. Comme le dit Erwin Schrödinger, le nouvel univers que nous tentons de conquérir, entre guillemets, n'est pas seulement inaccessible pratiquement, il n'est même pas pensable, car de quelque manière que nous le pensions, il est faux. Peut-être pas aussi absurde qu'un cercle triangulaire, dit Schrödinger, mais beaucoup plus absurde qu'un lion ailé. Donc, comme le texte, comme on a vu dans le précédent texte de Simone Weil, Hannah Arendt, étrangement, a un peu le même propos vis-à-vis de cette nouvelle science apparue au début du XXe siècle, où on est dans des constructions théoriques absurdes pour l'esprit humain, incompréhensibles, impossibles. Et donc on voit que Simone Weil citait Max Planck, tout comme Hannah Arendt ici cite aussi Schrödinger, qui vont dire eux-mêmes leur incompréhension, les limites de leur propre entendement vis-à-vis des équations qu'ils ont sous les yeux. Je reprends la lecture. Il existe d'autres difficultés de nature moins théorique. Les cerveaux électroniques, alors elle parle ici de l'intelligence artificielle, partagent avec d'autres machines la capacité de faire le travail de l'homme mieux et plus vite que lui. Le fait qu'ils supplantent et étendent la puissance intellectuelle de l'homme plutôt que sa puissance de travail, puisque les machines, jusqu'ici, elles étendaient la puissance de travail, elles étendaient la force physique de l'homme, et maintenant elles ont tendance à vouloir accroître sa puissance intellectuelle. Ceci ne cause aucun embarras à ceux qui savent distinguer entre l'intellect nécessaire pour bien jouer aux dames ou aux échecs, qui est un intellect particulier d'un côté, et l'esprit humain de l'autre. Ils confondent, si vous voulez, ce qu'elle dit, c'est que en parlant d'intelligence artificielle, on attribue à une puissance de calcul le terme d'intelligence, et l'intelligence c'est bien autre chose. Ça a rapport à l'esprit, chose que les machines n'ont pas. C'est ce qu'elle va dire maintenant, je reprends la lecture. Cela, à vrai dire, prouve seulement que cette puissance intellectuelle et cette puissance de travail appartiennent à la même catégorie, et que ce que nous nommons intelligence et pouvons mesurer avec un QI n'a plus grand-chose à voir avec la qualité de l'esprit humain, sinon d'en être l'indispensable conditio sine qua non. Il y a pourtant des savants pour affirmer que des ordinateurs peuvent faire ce qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre. Et cela est une proposition entièrement différente et alarmante, car la compréhension est véritablement une fonction de l'esprit, mais jamais le résultat automatique de l'intelligence, de l'intellect. Si l'affirmation que nous sommes entourés par des machines dont nous ne pouvons comprendre ce qu'elles font, bien que nous les ayons conçues et construites, était vraie, donc si effectivement c'était vrai que nous avons construit des machines et que nous ne pouvions pas comprendre ce qu'elles font pourtant, cela signifierait que les embarras théoriques des sciences de la nature à leur plus haut niveau ont envahi notre monde quotidien. C'est-à-dire que ce rapport que nous avons aujourd'hui aux sciences de la nature, comme d'un réel inaccessible, nous pourrions aussi l'appliquer aux machines que nous avons nous-mêmes construites, alors que la nature
est censé traditionnellement avoir été créé par Dieu. On comprendra mieux avec la suite, mais même si nous demeurons dans un cadre strictement théorique, les paradoxes qui se sont mis à inquiéter les grands savants eux-mêmes, comme on a vu avec Schrödinger ou avec Max Planck, c'est-à-dire qu'ils mettent eux-mêmes au jour les paradoxes de leur propre pratique, sont suffisamment sérieux pour alarmer aussi le profane, puisque le retard souvent mentionné des sciences de l'homme par rapport aux sciences de la nature, ou du développement politique de l'homme par rapport à son savoir-faire technique et scientifique, n'intervient dans ce débat que pour noyer le poisson, il ne peut que détourner l'attention du problème principal, qui est que l'homme peut faire, et faire avec succès, ce qu'il n'est pas à même de comprendre et d'exprimer dans le langage humain de tous les jours. Le problème ici, pour Hannah Arendt, c'est que le scientifique fait quelque chose qu'il ne comprend pas et que la technique, en fait, a dépassé nos capacités à comprendre de quoi il retournait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quoi on met le pied. C'est un peu l'histoire de l'apprenti sorcier. C'est un peu l'histoire de la science sans conscience, et c'est aussi ce que soulignait Simone Weil dans ses réflexions sur la théorie des quanta. C'est-à-dire que on a affaire à des chiffres, à des entités numériques qu'on n'arrive plus à traduire en langage humain. On ne sait pas ce que ça signifie en réalité. Il mériterait d'être noté que parmi les savants, ce furent principalement des hommes de la vieille génération comme Einstein et Planck, Niels Bohr et Schrödinger, qui s'inquiétèrent le plus vivement de cet état de choses, avant tout provoqué par leurs propres travaux. Donc, dès le départ de ces travaux, en fait, dès le départ de cette nouvelle physique, due à la physique quantique et à la relativité générale, disons que les pionniers de ces théories ont tout de suite pris conscience des paradoxes de leurs propres travaux. Ils étaient encore fermement enracinés dans une tradition qui demandait aux théories scientifiques de remplir certaines exigences nettement humanistes telles que la simplicité, la beauté et l'harmonie. Une théorie était encore tenue pour satisfaisante, c'est-à-dire satisfaisante pour la raison humaine, si elle servait à sauver les phénomènes, c'est-à-dire à expliquer tous les faits observés. Même aujourd'hui, nous pouvons entendre encore que des physiciens modernes sont enclins à croire à la validité de la relativité générale pour des raisons esthétiques, parce que c'est beau. Elle est si mathématiquement élégante et philosophiquement si satisfaisante, voilà qu'une théorie peut être acceptée. L'extrême réticence d'Einstein à sacrifier le principe de causalité, c'est-à-dire de chercher la cause des phénomènes, ainsi que l'exigeait la théorie des quanta de Planck, est bien connue. La principale objection d'Einstein était bien sûr qu'avec lui, toute légalité serait sur le point de quitter l'univers, c'est-à-dire toute loi, toute possibilité de loi serait sur le point de quitter l'univers, que c'était comme si Dieu gouvernait le monde en jouant aux dés. Si on nie l'existence d'une cause ultime, d'une cause suprême, comme c'était accepté par la philosophie au sens philosophie naturelle, au sens de science, depuis Aristote, en abandonnant cette notion de premier moteur, ainsi que l'appelait Aristote, la cause ultime, c'est comme si il n'y avait plus aucune loi, plus aucun ordre dans le monde, et ça devient dangereux pour la science, parce que le premier préjugé
scientifique, le premier axiome philosophique qui est derrière toute science, c'est qu'il existe un ordre, qu'il existe des lois dans l'univers, et que en étudiant les phénomènes, en les analysant, on va être capable de remonter à ces lois et à les définir. Ce sont souvent des lois qui prennent le visage d'équations mathématiques. Donc Einstein lui-même expliquait un peu le danger qu'il y a à supprimer cette idée de causalité, puisque ça remet en cause le fait qu'il y ait un ordre derrière les choses, et ça remet en cause l'idée qu'on puisse le découvrir en faisant de la science, tout simplement. Les catégories et les idées de la raison humaine ont leur source ultime dans l'expérience sensible des hommes, et tous les termes qui décrivent nos capacités mentales, de même qu'une bonne partie de notre langage conceptuel, dérivent du monde des sens et sont utilisés métaphoriquement. C'est-à-dire que même quand on parle de concept, on fait souvent des analogies avec des choses qui sont perceptibles par nos sens pour cerner le concept, pour définir le concept. Donc l'esprit humain est toujours cette intelligence qui est en prise avec le réel perceptible. Et donc c'est là où est tout le problème des théories de Bohr et de Planck, c'est que on n'a plus de prise, l'intelligence humaine n'a plus de prise dans le réel pour comprendre de quoi il s'agit. Et même la transcription, la traduction des équations en langage naturel n'est plus possible, on ne sait donc plus à quoi ça fait référence. Et il y a bien sûr le risque d'imaginer n'importe quoi à partir des chiffres et de partir complètement dans l'imagination, en fait, qui n'est plus en prise avec le réel. Elle continue. En outre, le cerveau humain, qui est censé élaborer notre pensée, est tout aussi terrestre et lié à la planète que n'importe quelle autre partie du corps humain. Ce fut précisément en s'abstrayant de ces conditions terrestres, en faisant appel à une puissance d'imagination et d'abstraction qui élèverait, pour ainsi dire, l'esprit humain hors du champ de gravitation de la Terre, en un point quelconque de l'univers d'où il la puisse considérer, que la science moderne a accompli ses plus glorieux exploits et en même temps les plus déconcertants. Je vais arrêter ici la lecture, mais je vous encourage à lire tout l'article en entier, qui s'appelle donc « La conquête de l'espace et la dimension de l'homme ». On le retrouve dans son ouvrage « La crise de la culture » qui est très facilement accessible, qu'on trouve partout, qui est réédité très régulièrement. Et il est important de lire en quoi cette critique de la théorie des quantas, cette critique de la relativité, rejoint ce qu'a vu aussi Simone Weil à la même époque, entre 32 et 42, c'est-à-dire en fait une sorte d'hubris, Hybris, de l'homme qui pense mieux connaître son environnement en s'en éloignant, qui pense pouvoir avoir une vision objective, c'est-à-dire extérieur de la nature et des choses. L'homme qui peut penser s'extraire lui-même de la nature et de la terre elle-même pour pouvoir mieux observer. Et on voit que cette tournure d'esprit nous perd et nous éloigne de nous-mêmes. Il y a l'idée aussi d'une technologie qui avance plus vite que notre conscience, que notre sagesse, pourrions-nous dire aussi. Voici comment elle termine son article. Tout l'orgueil mis à ce que nous savons faire disparaîtra dans quelques mutations de la race humaine. La technologie entière, vue à partir de ce point, aura en fait cessé d'apparaître
comme le résultat d'un effort conscient de l'homme pour étendre sa puissance matérielle, mais plutôt comme un processus biologique à grande échelle. Elle annonce le transhumanisme. Dans ces conditions, la parole et le langage usuel auront vraiment cessé d'être une expression significative qui transcende le comportement, alors même qu'ils ne font que l'exprimer, et ils seront avantageusement remplacés par le formalisme extrême et en lui-même vide de sens des symboles mathématiques. Ici, elle peut parler du code, parce que vous savez que nous transformons notre langage naturel en code et on demande de plus en plus de codeurs pour ce faire. La conquête de l'espace et la science qui la rendit possible se sont périlleusement approchées de ce point, c'est-à-dire le point où on ne comprend plus ce qu'on est en train de faire. Si jamais elle devait l'atteindre pour de bon, la dimension de l'homme ne serait pas simplement réduite selon tous les critères que nous connaissons, elle serait détruite. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne lecture à vous. À bientôt.